Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1, bienvenue dans le 13h. Le Premier ministre a reçu hier à la primature une délégation d'administrateurs de la Banque mondiale en visite en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Les défis de la coopération entre le groupe et la Côte d'Ivoire et le plan national de développement 2021-2025 étaient entre autres au centre des échanges à suivre en tout début de journal. Le Fonds vert pour le climat et l'Institut mondial pour la croissance verte apportent un appui à la Côte d'Ivoire à hauteur de 300 millions de francs CFA pour entreprendre un programme de préparation, notamment le développement d'une stratégie ville verte pour le district d'Abidjan. On en parle dans quelques minutes avec notre reporter Grace Kanto. Maïga Binta Yatassaï, l'épouse de l'ancien Premier ministre malien Soumeïlou Boubèye Maïga, réclame l'évacuation sanitaire de son mari, incarcéré depuis le mois d'août pour des soupçons de corruption et de favoritisme dans deux affaires distinctes. Binta Maïga s'engage au retour au Mali de son époux lorsque sa santé le lui permettra. On ouvre cette édition à la primature au plateau. Patrick Hachi y a reçu hier une délégation d'administrateurs du groupe de la Banque mondiale. Entre autres sujets au centre des échanges, les défis de la coopération entre le groupe et la Côte d'Ivoire, la vision 2030 du pays et le plan national de développement 2021-2025. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Ce mercredi à la primature, le Premier ministre reçoit une délégation d'administrateurs de la Banque mondiale en visite de travail dans le pays. C'est toujours un plaisir de recevoir, bien sûr, une équipe des administrateurs qui viennent sur le terrain pour s'enquérir, je dirais, pour toucher du doigt certaines réalités pratiques. Ça facilite souvent beaucoup plus les discussions parce que de loin, ce n'est pas toujours évident qu'on arrive à faire communiquer certains messages. La Côte d'Ivoire est dotée de l'un des portefeuilles projets du groupe le plus important et diversifié de la sous-région, dans les domaines clés de l'économie, avec en sus des appuis budgétaires significatifs. C'est nous qui approuvons tous les projets de financement et aussi la stratégie de la banque. Donc on a le pouvoir d'orienter la banque ou le financement de la banque dans les projets stratégiques pour les pays. Donc pour ceux et les amener sur le terrain, voir ce que les investissements que la banque a fait, l'impact que ça peut avoir sur nos populations nous aide avec les projets futurs et les décisions qu'on prend au Conseil. La rencontre est aussi l'opportunité pour Patrick Hachi de présenter à la banque le plan national de développement 2021-2025 qui veut lui accélérer l'accès des populations aux besoins sociaux de base et performer le secteur privé. Le Premier ministre nous a donné les détails sur ces priorités-là pour qu'on puisse les appuyer davantage. La Côte d'Ivoire est clé pour la région. Si la Côte d'Ivoire continue à être stable, on a la chance que le reste de la région reste stable. Projet structurant en cours de réalisation, lutte contre la fragilité des populations, appui au secteur privé. Autant de projets qui nécessitent un accompagnement technique et financier des partenaires au développement. Le groupe de la Banque mondiale entend bien y apporter son appui. C'était donc la rencontre Patrick Hachi, administrateur de la Banque mondiale. Cette semaine également, la Banque africaine de développement et le dépositaire central Banque de règlement viennent de signer un partenariat financier, une collaboration qui vise la création et l'opérationnalisation d'une plateforme numérique pour faciliter l'accès des populations aux services bancaires. Reportage Espérance Diakale dans un commentaire de Jean-Jacques Kwameala. Estimé à environ 240 millions de francs CFA, le projet de digitalisation des opérations d'appel public à l'épargne initié par le dépositaire central, la Banque de règlement, consiste à faciliter l'accès des populations aux services bancaires. Une plateforme numérique sera créée pour servir à automatiser la gestion des appels publics à l'épargne sur le marché financier de l'Afrique de l'Ouest. On note qu'on a franchi encore un pas vers l'opérationnalisation d'une plateforme beaucoup plus digitale et qui permettra d'accélérer vraiment la collecte des ordres, la standardisation des process de digitalisation des ordres
et de rapprocher davantage le marché primaire du marché secondaire. Cette convention permettra d'augmenter l'automatisation des PME, de faire appel à l'épargne publique et d'obtenir des financements. La Banque africaine de développement a donc décidé de nous accompagner. Des réunions ont eu lieu, des échanges de fonds ont eu lieu sur la question et ces réunions ont abouti à un alignement complet de la vision et de la stratégie que nous voulions mettre en place pour le développement du marché primaire. Nous nous réjouissons de ce partenariat parce qu'avec cette dynamisation, nous pensons que le marché financier sera plus à même de mobiliser davantage d'épargne pour financer l'activité économique à travers évidemment les États qui font appel public à l'épargne sur le marché, mais également les opérateurs économiques privés. Ce fonds reçoit l'apport technique du ministère des Finances du Luxembourg et du ministère du Commerce extérieur et de la coopération des Pays-Bas. On part à Paris. À Paris, Expo Porte de Versailles, où se tient le Salon international de l'agriculture depuis le 26 février et ce jusqu'au 6 mars prochain. Hier, en marge de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire, les ministres ivoiriens et français ont signé une déclaration d'intention de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine agricole, le domaine de l'alimentation et aussi celui du développement rural. Depuis Paris, le compte-rendu de Cheikh Koné Aboubacar. Cette signature marque une nouvelle ère pour l'agriculture ivoirienne. Elle jette les bases du processus de modernisation du secteur agricole, vu cher aux autorités nationales. La présente cérémonie de signature de la déclaration d'intention de partenariat fait suite à la volonté commune de nos deux États de créer un cadre d'échange en matière de développement et surtout en matière d'innovation, de formation et de recherche dans le secteur agricole. 13 domaines sont concernés par ce partenariat. Il s'agit entre autres de la valorisation des initiatives visant à renforcer la sécurité alimentaire, la transformation des produits agricoles et le financement de l'agriculture. En gros, l'objectif est de renforcer la coopération entre les destinataires sur la base de la réciprocité et de l'intérêt mutuel dans la limite de leurs capacités budgétaires et de leurs ressources humaines respectives. Déjà au niveau de la production, nous ne sommes pas en reste. Nous vous avons donné les détails de ce que nous faisons. Mais nous avons besoin de valoriser ce que nous produisons et que cette valorisation soit le plus proche possible des producteurs afin de leur permettre d'avoir l'essentiel pour subsister. Des échanges de présents ont meublé cette cérémonie qui est le couronnement de la participation de la Côte d'Ivoire à la 58e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Et dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, la Côte d'Ivoire vient de recevoir un don de 300 millions de francs CFA. C'est un appui que lui apporte le Fonds vert pour le climat et l'Institut mondial pour la croissance verte. Une enveloppe pour permettre donc à la Côte d'Ivoire d'entreprendre un programme de préparation. On en sait plus avec Grace Kando. La Côte d'Ivoire a reçu une subvention du Fonds vert pour le climat de plus de 300 millions de francs CFA pour entreprendre un programme de préparation dénommé Readiness. Ce en partenariat avec l'Institut mondial pour la croissance verte. Ce projet consiste, entre autres, à développer une stratégie verte pour le district d'Abidjan et promouvoir la croissance verte axée sur les bâtiments et les infrastructures. La priorité pour nous est de s'assurer que l'appui qui est mis à disposition aujourd'hui permette de réaliser de manière concrète les ambitions du plan climat et les ambitions pour une amélioration de la vie du quotidien des populations. Ce qui est en perspective aussi avec le ministère de l'Énergie et de la Construction, c'est l'amélioration de la qualité des bâtiments pour leur permettre d'être plus écologiques et d'avoir justement une meilleure gestion de leur consommation. La ville d'Abidjan a déjà donc élaboré son plan climat et ce plan climat il est ambitieux.
Nous espérons que les autres secteurs en feront autant pour que ce fonds puisse permettre d'atteindre des objectifs de protection, n'est-ce pas, de l'environnement. Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier de l'Organisation des Nations Unies. Il a pour mission d'aider les pays en développement à combattre les effets néfastes des changements climatiques. Nous savons que tous ceux qui sont en charge de la mise en œuvre de ce fonds climat ont une bonne conscience des réalités du monde actuel. Il ne faut pas négliger l'impact du climat. C'est quand l'eau arrive dans nos maisons qu'on voit que ce n'est pas de la théorie. Voyez-vous? C'est pourquoi on s'en préoccupe et le président de la République a demandé que les ingénieurs se mettent ensemble pour travailler, pour qu'on trouve des solutions adaptées aux réalités du moment. Le programme de préparation dont bénéficie la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques va durer 24 mois. On part maintenant à la page Covid de ce journal. Le coronavirus continue son avancée dans le monde. À ce jour, 440 millions de personnes ont été touchées par le virus, avec 5,97 millions de morts. Ici en Côte d'Ivoire, 81 518 cas ont été recensés depuis le début de la pandémie, avec 794 décès. Hier encore, 18 cas ont été confirmés par les autorités sanitaires. Les gestes barrières restent en vigueur. Appliquons-les pour faire barrage au virus. Les consommateurs grognent face à la hausse des prix des denrées de première nécessité. Face à la situation, le gouvernement est au travail pour soulager les populations. Des mesures ont été prises à ce propos. Quelles sont donc ces mesures? Réponse avec le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère. C'est au micro de Dangui Dangui. Démantèlement des cartels, lutte contre les faux frais, notamment les pas de porte et le racket, construction des infrastructures de marché, de stockage et de conservation de produits vivriers, le gouvernement met les bouchées doubles pour protéger les populations contre la cherté de la vie, a assuré le secrétaire exécutif national de la lutte contre la vie chère lors de son passage sur la plateforme Tout savoir sur du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale. S'agissant des mesures immédiates, la liste des produits dont les prix devront être réglementés est en cours d'élargissement, afin d'inclure des produits de première nécessité, au regard des habitudes de consommation des populations. En plus des actions menées par le gouvernement pour lutter contre la vie chère, le secrétaire exécutif du Conseil national de la lutte contre la vie chère a invité les populations à consommer les produits locaux. C'est chacun qui doit changer son comportement. Le commerçant, en proposant sur le marché national ses meilleurs produits, et puis le consommateur en privilégiant l'achat de ces produits locaux. Dr Rabi Didis Bakouni a par ailleurs rappelé que l'inflation est de plus en plus affirmée dans le monde depuis la survenue de la pandémie à Covid-19. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine risque d'exacerber la situation, selon elle. Et dans ce contexte de vie chère, ouvrons les yeux et soyons vigilants. Tout ce qu'on nous offre sur les marchés n'est pas forcément de bonne qualité. Les enquêteurs du ministère du Commerce viennent d'ailleurs de saisir plusieurs tonnes de stocks de poissons et de bœufs avariés. Les précisions de Didier Nguessa. Du poisson et des pâtes de bœuf importés. Ces produits surgelés stockés dans cette chambre froide située au port de pêche de Trècheville sont impropres à la consommation, leur date de péremption étant dépassée. Estimés à 30 tonnes pour une valeur marchande de 30 millions de francs CFA, ils sont saisis par les services de la répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie. L'entrepôt est mis sous scellé. Vous allez également trouver des poissons, des cartons de poissons ou de viande qui sont avariés, comme on le dit dans le langage courant, mais dans le langage technique, nous parlons de produits corrompus. Ce sont des produits qui peuvent, et je dirais qui affectent la santé des consommateurs si l'État ne prend pas garde. La surveillance des circuits commerciaux s'est inclue en marge de la lutte contre la cherté de la vie. La direction de la répression travaille à mettre en déroute tous les commerçants qui profiteraient de la surenchère pour écouler sur le marché leurs marchandises de mauvaise qualité à vil prix. En même temps que nous sommes engagés dans cette lutte contre la cherté de la vie, la sécurité sanitaire des aliments ne nous
n'est pas indifférent. Raison pour laquelle régulièrement nos agents sont sur le terrain pour pouvoir extirper tout ce qui est produit impropre à la consommation humaine. Les produits saisis seront détruits dans les prochains jours. Et la lutte contre l'orpaillage clandestin, elle s'accentue. Désormais, il faut compter avec la brigade de répression au code minier et le groupement de lutte contre l'orpaillage illicite. Mais la répression n'est pas la seule solution au phénomène de l'orpaillage illégal. La formalisation du secteur minier artisanal est aussi à l'ordre du jour. L'idée a émergé cette semaine même lors d'une réunion à Yamoussoukro en présence du ministre Thomas Kamara et de notre reporter Mahama Traoré. En moins d'un an, le nombre d'autorisations d'exploitation minière à petite échelle est passé de 97 à 195, preuve de la volonté du gouvernement d'assainir le secteur minier artisanal en guise de stratégie de lutte contre l'orpaillage illégal. Bien malgré ces efforts, les acteurs du secteur ont encore de nombreuses attentes. Nous n'avons pas de possibilités pour faire la prospection avant de commencer l'exploitation. Ce qui amenuise beaucoup les résultats que nous avons au niveau de l'exploitation. Le concours de la population environnante, qui a une contribution énorme sur l'aspect même de l'activité localement, et l'approche en termes de développement d'emplois et en termes de développement des infrastructures au niveau des opérateurs miniers. C'est pour plancher sur tous ces défis que le réseau Activités minières responsables et développement durable a initié un cadre d'échange à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Objectif, définir les stratégies de développement de la petite mine en Côte d'Ivoire. L'initiative est soutenue par le ministre des Mines, Thomas Kamara. Cette initiative vient à point nommé pour accroître les possibilités d'assainir le secteur minier à petite échelle et ainsi contribuer à faire de la petite mine l'un des leviers de vitesse du développement du secteur et une source d'espoir inouïe pour la jeunesse qui pourra y trouver des raisons suffisantes de croire en un avenir meilleur. Les conclusions issues de ce cadre d'échange vont permettre au gouvernement d'adresser la problématique de la formalisation de la petite mine. 800, c'est le chiffre du jour. C'est le nombre d'élèves fonctionnaires de l'INJS qui viennent d'intégrer la fonction publique. Après 2 années de formation dans les spécialités de maître d'éducation physique et sportive ou de maître d'éducation ou encore d'inspecteur d'éducateur permanent, la promotion a fait sa sortie officielle en présence de la ministre Anne-Désirée Ouloto. Anne Ouloto qui a exhorté chacun des tout nouveaux fonctionnaires à la probité absolue. Jean-Marc Djadji. C'est à travers ces séquences de fitness et de gymnastique que ces futurs fonctionnaires de l'Institut national de la jeunesse et des sports se disent prêts à intégrer la vie active. Avec comme acteur Zoro Yedi, Jason Bernard, le roi Crapaudouin. Ce sont 278 maîtres DPS, 91 maîtres adjoints d'éducateurs, 444 éducateurs, 14 inspecteurs, 20 conseillers DPS et 48 conseillers d'éducation permanents aptes à intégrer la fonction publique. Cette remise de diplôme de fin de formation sonne le début d'une nouvelle carrière. Nous sommes à la fois formateurs, encadreurs, nous sommes enseignants. Voilà, donc nous sommes un peu, nous avons tous ces atouts et nous voulons mettre à la disposition de notre État. Nous avons appris beaucoup de choses à l'INJS ici. Et vu que nous sortons maintenant, voilà, nous allons apporter ce que nous avons appris. Le directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports plaide pour le renforcement de la qualité de la formation. Servir avec probité, transparence, célérité et responsabilité sont les règles qui doivent désormais régir la vie professionnelle de cette promotion baptisée du nom de la ministre Anne-Désirée Ouloto. C'est une chance inouïe que vous avez d'avoir Madame la ministre comme marraine. En vous choisissant, ils ont accepté de vous prendre comme modèle. Votre entrée en activité n'est que le début du commencement. C'est maintenant que tout commence pour vous. C'est maintenant que vous aurez l'opportunité d'écrire dans le livre de la nation ivoirienne. L'aventure qui s'ouvre à vous devra consacrer en chacune et en chacun de vous
l'esprit du don de soi au service du bien de la collectivité. Une jeunesse engagée dans la cohésion sociale et pour la modernisation de l'administration. Thème autour duquel la promotion Anne-Désirée Ouloto compte affronter les défis de la modernisation des services. Elle a passé le flambeau à une nouvelle promotion. Reportage Jean-Marc Djadji et Célestin Frodo. Parlons à présent indicamétrie, cette science qui est créée par le professeur Moustapha Diabaté et qui vise à développer les capacités intellectuelles. Elle est enseignée à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Et 15 ans après sa création, Abidjan se prépare à accueillir un cycle de formation. Les précisions de Serge Collier. L'indicamétrie s'applique dans tous les domaines. Partout où l'homme intervient, l'indicamétrie intervient. L'indicamétrie n'a pas de limite, comme on le dit. L'indicamétrie, désormais étudiée à Abidjan. Selon Serge Ballet, indicamètre et assistant de l'inventeur, cette science était enseignée depuis une quinzaine d'années à l'Institut multipolaire d'études, de recherche et de formation en indicamétrie de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Dans un souci de promotion et de vulgarisation, les cours seront désormais dispensés dans un établissement supérieur privé d'Abidjan. Puisqu'à l'université, ce sont des formations diplômantes, nous avons initié donc ces cycles de formation pour que ce soit des formations qualifiantes, pour permettre aux directeurs des ressources humaines, aux directeurs d'entreprise, à tous citoyens lambda, de pouvoir venir s'acquérir davantage des outils indicamétriques pour le bien-être de son entreprise et aussi pour la pérennité des sociétés. 10 modules ont été identifiés pour ce cycle de formation. L'indicamétrie, pour nous, pays africains, doit pouvoir avoir la promotion, pouvoir l'enseigner pour qu'elle soit une science même qui soit capable de contribuer à notre développement. On cherche l'efficacité. Comment faire pour que ce que je fais réussisse? L'indicamétrie viendra donc se plier à cette insuffisance-là et permettre aux individus d'être bien formés et d'être efficaces. L'indicamétrie a été inventée en 1963 par l'Ivoirien Moustapha Diabaté, professeur en économie et développement. À cette réforme du COGES, le comité de gestion des établissements scolaires publics, une réforme initiée par le ministère de l'Éducation nationale. Cette semaine, au Centre national du matériel scientifique à Cocody, l'inspecteur général de l'Éducation nationale et le directeur du DAPS COGES ont présenté à toute la communauté éducative le COGES nouvelle version. Eugène Atoubé, témoignage. La salle de conférence de la préfecture de Daoukro comble. L'ambiance y est studieuse. Les membres de la communauté éducative de la région de Lifou, mobilisés, sont venus s'imprégner des nouvelles réformes relatives au COGES, comité de gestion des établissements scolaires publics. Si les parents d'élèves désormais ne devront plus s'acquitter des cotisations exceptionnelles aux primaires et dans les lycées et collèges, le COGES en tant qu'instrument au service de la bonne marche de l'école demeure, mais devra fonctionner différemment. Dans un discours franc, les membres de la délégation issue de la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des COGES et de la direction des écoles, lycées et collèges ont élucidé les différents points contenus dans les nouvelles dispositions prises par l'État. L'objectif est d'amener tous les membres de la communauté éducative à connaître la mission et les charges des COGES et en faire un véritable instrument au service de l'école ivoirienne. Désormais, COGES et personnel de l'établissement doivent se donner la main pour qu'il y ait la paix dans l'école, pour que tous les défis soient relevés. Et le défi que nous avons, c'est l'accès, la qualité et la bonne gouvernance. Ce sont au total 30 milliards qui seront alloués au COGES. 18 milliards proviennent de l'État et 12 milliards des collectivités décentralisées. 4 milliards 700 millions de francs CFA ont déjà été alloués pour le premier trimestre de cette année scolaire 2021-2022. Les émissaires du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation exhortent les différents COGES à utiliser les fonds mis à leur disposition de manière optimale, rappelant que ces structures feront l'objet d'un contrôle plus rigoureux au nom de la bonne gouvernance. Là, nous sommes à Daoukro. Le sujet concernant le COGES nouvelle version présenté ici à Cocody au CNMS va vous être proposé dans nos prochains journaux.
Abou Nidal, l'artiste coupé-décalé, continue de se battre pour la scolarisation des enfants de familles défavorisées à travers une caravane qu'il a dénommée le Waratour. Notre artiste philanthrope offre aux enfants de Côte d'Ivoire la chance d'aller à l'école. La 6e édition du Waratour vient donc d'être lancée dans la commune d'Adjamé en présence de nombreuses personnalités. Théodore Zozo, Andrea Kakou, Abou Sanogo. Prestation du parolier Bomou Mamadou et du groupe de télé-réalité 1 à 12 de RTI 1 à la salle des fêtes d'Adjamé. Nous sommes au lancement de la 6e édition du Waratour, une initiative de l'artiste Doumbia Aboubakar, connu sous le nom d'Abou Nidal. À travers son concept Va à l'école, il lutte contre les maux qui minent l'école ivoirienne. Tous engagés pour une école de mérite et de qualité est le thème de cette édition. Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a commencé un grand chantier pour redorer le blason de l'école ivoirienne. Donc le Waratour est engagé dans cette dynamique. Nous sommes inscrits dans les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Depuis 5 ans, ce sont un peu plus de 4000 kits scolaires et 2500 ordinateurs qui ont été distribués. L'artiste et Nidal Group s'engagent pour une école inclusive avec la promotion de l'excellence. Des actions sociales qui rencontrent l'adhésion des partenaires. Et le directeur général de la RTI a mis au rang de ses priorités la promotion et la qualité. Donc encourage toute initiative qui vise à l'excellence et à une occupation saine et intelligente de nos enfants. Cette volonté d'avoir une école de qualité cadre avec la vision de l'UNESCO et celle du gouvernement ivoirien qui a ouvert récemment les états généraux de l'éducation. Waratour apparaît comme une stratégie innovatrice et innovante qui peut permettre de porter plus haut et plus loin le message véhiculé par le gouvernement qui est en quête d'une amélioration des prestations éducatives. Nous devons repenser l'école pour donner à chacun des armes personnelles d'abord pour son autopromotion socio-économique. Il n'est pas normal de nos jours que des enfants commencent l'école au primaire jusqu'en terminale sans toucher à un ordinateur. Nous sommes dans un monde de plus en plus basé sur le numérique. Le Waratour 2022. En plus de la sensibilisation, le combat contre les différents maux, c'est aussi le Wara compétition. Les meilleurs élèves d'Adjamé de l'année scolaire écoulée ont été récompensés. Cette caravane sillonnera plus de 10 régions en cette 6e édition. Et Abou Nidal passe le micro à 2 autres artistes. Eux sont maliens, Sidiki et Toumani Diabaté. Ils ont offert un spectacle récemment aux mélomanes ivoiriens et maliens ici en Côte d'Ivoire. Un concert dédié à la paix au Mali. Serge Pacom Didi, Issa Chonayeo. La kora, essence des sonorités africaines, avec l'un des maîtres, Toumani Diabaté. Point récital placé sous le sceau de la cohésion sociale. Un concert pour consolider les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples maliens et ivoiriens. Le Mali et la Côte d'Ivoire, un seul peuple. Nous devrons cultiver cette cohésion dans le temps, qui est quand même important. Donc cette rencontre est placée sous cela. En tant que griot, c'est notre rôle de cultiver cela. Par le canal de la musique, Toumani Diabaté et ses enfants, dont Sidiki Diabaté, apportent leur contribution dans l'édification d'une société de paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Toumani, c'est le baobab, c'est le monument de la musique africaine. Voir Toumani, Sidiki Diabaté, Bala Diabaté sur la même scène, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'art est divin, tout le monde le sait, mais transmettre l'héritage de ce qu'on a comme don à ses enfants, il n'y a rien de tel. De véritables échanges musicaux avec Monica, musicienne israélienne. Un hommage a été rendu à tous les disparus dans la récente crise malienne au cours de ce récital musical.
Une musique qui sonne comme un hymne à la paix, une prière à Dieu pour le peuple malien. Et au Mali, justement, dans une lettre ouverte adressée au président de la transition, Maïga Binta Yatassaye, épouse de l'ancien premier ministre malien Soumeïlou Boubèye Maïga, réclame l'évacuation sanitaire de son mari. Incarcéré depuis le mois d'août pour des soupçons de corruption et de favoritisme dans 2 affaires distinctes, Boubèye Maïga est hospitalisé sous surveillance policière dans une clinique de Bamako depuis près de 3 mois. Prenant donc le peuple malien en témoin, Madame Maïga s'engage au retour au Mali de son époux lorsque sa santé le lui permettra afin qu'il réponde à la justice. Au Burkina Faso, à peine investi comme le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba demande un audit général de l'administration publique. Ces contrôles vont concerner les marchés publics, les acquisitions des biens, de services et sur les travaux publics. Au cours de la cérémonie de prestation de serment le 16 février dernier, il avait promis de donner une nouvelle dynamique à la lutte contre la corruption. Si certains ministères des Affaires étrangères ont publiquement condamné l'invasion russe en Ukraine, d'autres ont voulu maintenir une certaine distance tout en exhortant les belligérants à la négociation. C'est le Kenya à l'ONU le premier qui a condamné l'usage de la force par la Russie et le mépris de la diplomatie. À sa suite, le Ghana, membre du Conseil, lui aussi a dit son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, comme le Gabon, 3e membre africain qui a lui aussi voté la résolution condamnant l'agression russe et appelé à un cessez-le-feu immédiat, de même que le Niger, le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud pourtant alliée de la Russie au sein des BRICS. Fin de ce journal. Rendez-vous demain 13h sur la chaîne qui rassemble.